Quelque chose que j'aime beaucoup faire et qui me tient à cœur souvent pendant la nuit originale, c'est organiser des débats. C'est organiser des temps où on prend le temps de se caler, de réfléchir à des questions de société, des questions de politique. Et ce sont des thématiques qui font partie de notre quotidien en fait. Et c'est vrai que même si la nuit originale c'est aussi fait pour se marrer, pour se détendre, pour passer du bon temps, parfois ça vaut le coup de juste se poser et prendre une heure ou deux pour se poser des questions d'actualité en lien avec notre pratique des médias aussi, en lien avec la politique, vu qu'on est quand même dans une année scolaire extrêmement politique. Et j'avais envie de faire ça et de mettre un grain de sable et parler d'une thématique qui, moi, me tient beaucoup à cœur. C'est la place de la bien-pensance sur Internet. Qu'est-ce que c'est que la bien-pensance ? Est-ce que c'est un vrai truc ? Est-ce que c'est une construction ? Dans quel rapport est-ce qu'on se met par rapport à ce terme-là, qui est souvent l'équivalent d'un point Godwin en fait, c'est-à-dire que c'est un terme qui dit ouais t'es bien pensant en fait, ça, on n'a plus vraiment cette discussion avec ça. C'est un truc qu'on voit beaucoup sur Internet et les débats et les commentaires sur Internet sont de vrais débats et de vrais commentaires qui méritent un examen autant que des débats dans la vie réelle ou dans les grands médias. Internet est un espace public et je trouvais ça super important d'avoir un débat qui parle de cet espace public avec le sérieux d'un débat à propos d'un espace public et des pratiques que ça peut engendrer. Je voulais inviter à cette table Usul, déjà, qui n'a pas pu être là mais qui était là par téléphone, Datagueule, Sylvain de Datagueule qui était là. Je voulais aussi avoir Hugo Travers qui lui va au contact des politiques sur sa chaîne Hugo Décrypte. C'est lui qui va interviewer des politiques. C'est un jeune, je crois que c'est le premier d'ailleurs youtubeur français à interviewer des politiques en France du coup. Et puis il y avait aussi Clara Kane et 911 Avocat qui sont passés pour parler de ce concept de bien-pensance qui était assez étrange en fait et qui pose beaucoup de questions. Moi je voulais vous avoir tous ensemble, donc on est avec Clara Kane qui bosse notamment à Golden, qui parle de ciné à Golden mais qui fait un peu de droit sur son temps libre. Qui est un peu avocate quand même à force. Un peu avocate aussi, c'est vrai. Hugo Décrypte qui du coup fait des interviews de politique sur sa chaîne, notamment des candidats à la présidentielle, et Sylvain, le tiers de Datagueule. Et en fait, moi je voulais tous vous avoir, on l'a perdu. Moi je voulais tous vous avoir pour parler d'un truc qui est est-ce que E.T. pourrait arrêter je voulais tous vous avoir pour parler d'un truc. Quand on parle de politique, quand on parle d'une certaine façon de parler de politique, il y a un mot qui revient très régulièrement. Et ce mot, c'est « t'es bien pensant ». Et je voudrais décrypter habilement, aussi avec vous dans le chat, je voudrais décrypter en fait, c'est quoi la bien-pensance ? Est-ce que c'est un vrai truc ? Est-ce que c'est une critique qui est constructive ? Comment est-ce qu'on la définit ? Est-ce que c'est un argument qui a des vrais fondements ? Est-ce que effectivement la bien-pensance est un truc aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut être d'une façon déconnectée de la réalité et ces accusations sont recevables ? Ou est-ce qu'au contraire c'est un argument qui est en carton et qui est un argument qui a vocation à faire taire de façon irrationnelle certaines idées ? Qui veut commencer ? Sylvain. J'ai juste écrit bien-pensant sur mon carnet pour l'instant. Est-ce que tu t'es déjà pris des trucs de bien-pensance dans la tête ? Ah non, mais sans arrêt. Mais en fait, je pense que ça va être très compliqué de rester sur la bien-pensance, on va être obligé de tourner autour. Mais bien sûr. Concrètement, alors j'ai commencé ma carrière chez Marianne, il y a 10 ans de ça, donc je suis vieux. Et à l'époque déjà, c'était le grand truc de Marianne, et ça l'est toujours d'ailleurs, de dénoncer la bien-pensance. Sauf qu'en fait, finalement, la bien-pensance, c'est un peu la version... Enfin, en gros... Bobo is the new bien-pensance, si tu veux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la bien-pensance, dans le discours politique courant, c'est-à-dire celui qui est relayé par les médias, parce qu'il y a un autre discours politique qui est moins courant, c'est concrètement un repoussoir. C'est-à-dire qu'il suffit de dire que tu es bien-pensant, automatiquement, tu invalides l'argument d'en face. De la même manière qu'il suffit de dire que tu es bobo et tu invalides l'argument d'en face. C'est-à-dire que quelqu'un qui va arriver et qui va proposer, je propose qu'on fasse baisser la mortalité infantile, par exemple, en ayant un meilleur accompagnement des femmes parturiantes, on va dire ouais mais ça c'est bobo, et là il dit mais non pas du tout, d'ailleurs plus de péridurale, et hop tac, parce que c'est un repoussoir, parce que dès le moment où tu vas dire que tu es bobo, dès le moment où tu vas dire que tu es bien pensant, en gros on va laisser entendre que tu n'es pas dans le vrai peuple, t'es pas avec les vrais gens, parce que selon les tenants de non pas la bien-pensance, mais les gens qui utilisent l'argument de bien-pensance, il y a les vrais gens et les faux gens. C'est comme tu as les vraies calories et les fausses calories. Tu sais, c'est genre, t'as des gens qui ont des votes qui... 16h35. Ouais. Les fausses calories. Ouais, mais après, je vais te faire végétarisme, t'as t'accrocher. Et non, mais c'est comme, t'as des vraies calories, des fausses calories. Non, t'as des calories, c'est une mesure d'une quantité d'énergie, et t'as des aliments qui sont plus ou moins bons pour la santé. C'est deux choses différentes. Sauf que tu vas avoir une espèce de glissement de la logique et de la rationalité, de façon à ce que la personne qui est en face de toi va toujours pouvoir revendiquer d'être dans le vrai. Même si en l'occurrence, elle n'est pas dans un vrai factuel, elle va se positionner dans un vrai
ressenti, mais empathique. C'est-à-dire qu'elle va te dire, moi, je sais ce que les gens pensent. Sauf que c'est pas la question. La question, c'est est-ce que c'est vrai dans les faits ? Et c'est le coup du fameux, tu dis, mais non, tous les Arabes ne sont pas des violeurs. Et quelqu'un qui va dire, oui, mais moi, je connais C'est quelqu'un. voleur. Normalement, c'est voleur. Hein, sur Non, le mais site. maintenant, le i arrive comme ça, en 2-2, hein, sans problème. Quelqu'un qui va dire, non, les Arabes ne sont pas tous des violeurs, il va dire, bah peut-être, mais en attendant, moi je connais quelqu'un qui a un frère, qui a une sœur, qui a un oncle, qui a une tante, Un ours. qui s'est fait violer chèvre. par un Arabe. Et c'est le coup du fameux, mais tu dis, mais non, tous les Arabes ne sont pas des violeurs. Ah oui, pardon. Il va dire, oui, mais moi, je connais C'est quelqu'un. voleur. Normalement, c'est voleur. Hein, sur Non, le mais site. maintenant, le i arrive comme ça, en 2-2. Hein. Pourquoi ça loupe? Ah, mieux, pardon, désolé. Donc, Déjà vu. donc voilà, et c'est le coup, enfin juste pour l'anecdote, et j'arrêterai là, je voyais sur là une nouvelle mesure de la loi Sapin 2, comme quoi maintenant pour les lanceurs d'alerte, ils pourront déposer plainte, mais après avoir signalé à leur hiérarchie. Genre, alors je vais vous balancer, non, mais c'est pas ça, alors, mais je j'ai- te l'explique après. si Très tu bien. veux. mais juste pour déconner, j'envoie un tweet en disant, et bientôt il faudra d'abord demander l'autorisation de son supérieur avant de déposer plainte au prud'homme. Et il y a un type qui me dit, ouais, mais en attendant, les salariés, ils pillent les prud'hommes ils pillent les PME avec des mesures au prud'homme qui sont faciles, qui sont machin. Ah non, Et- ça marche pas comme ça. Et non ça plus. part pas comme ça non plus. Et pour finir, le gars, je lui dis, sauf que les faits, où est-ce que vous les avez ? Il me dit, bah moi je connais un mec dont la PME a coulé parce que machin. Et je lui envoie une étude où il y a 80 exemples, 80 cas qui sont étudiés. Et le gars il me dit, oui, mais ça fait que 80 cas. Et je lui dis, oui, mais oui. vous n'avez qu'un cas. Mais c'est ça en fait, ça le pouvoir de l'émotion et de l'empathie comme tu disais. Et ça, bon, c'est con, mais c'est ce qu'a eu Trump quoi. C'est un vrai hors pouvoir. rationalité. Toute Ouais. tentative de mettre de la rationalité là-dessus, c'est louper le sujet totalement. Ok. Tout à fait. Clara, du coup, pour Ah oui, la non, partie juste légiste. Sur les lanceurs, légiste, non pas légiste, légiste c'est pour les gens morts. Bon, on parlait de rationalité. Non, pour la partie lanceur d'alerte, en fait, ce que prévoit la nouvelle loi République numérique, c'est que le lanceur d'alerte, en fait, et je parle sous le contrôle de tout le monde, d'Internet, etc., en fait, n'a plus le droit d'utiliser de la doc interne, des ressources internes à son entreprise pour étayer son propos. D'accord. C'est-à-dire qu'en tant que lanceur d'alerte, tu es protégé, tu as le droit de lancer une alerte, mais la loi avant te permettait, telle qu'elle avait été rédigée, tu vois, pendant le processus d'élaboration, te permettait de prendre la doc interne de ta boîte, institution, quoi que ce soit, pour pouvoir étayer ton propos, ce que tu ne peux plus faire. Donc en fait, et si tu le fais, tu n'es plus protégé, c'est-à-dire que tu n'as plus le statut protecteur du lanceur D'accord. d'alerte. Donc c'est-à-dire que enfin j'ai fini là-dessus, on s'en fout, Donc c'est pas vraiment toutes le les sujet. fuites qui ont été faites LuxLeaks, etc., c'est maintenant impossible. Voilà, enfin si, c'est possible, mais tu n'es pas protégé. Alors qu'avant, le principe, c'était D'accord. qu'on te disait, si tu es un lanceur d'alerte et que tu es là pour dénoncer un truc qui chie, tu as le droit de piquer la docu, enfin de détailler ton propos avec la docu de ton institution, D'accord. entreprise, etc. Maintenant, tu as juste le droit de lancer l'alerte, et si jamais tu utilises la docu en interne, tu n'es plus Tu protégé. perds la protection. Tu perds la protection. Merci donc, pour cette précision. et quant au prud'homme, une autre fois. Une autre fois. On a que 40 minutes hein, quand même. Ouais. pour, Oui, c'est ça. pour terminer. Toi, Hugo, Ouais. Non, tu as déjà été taxé de bien-pensance? Oui, mais totalement. Mais dans les commentaires, de toute façon, des vidéos sur YouTube, on est taxé de tout et n'importe quoi. Donc ça, j'ai eu le droit à la bien-pensance, au bobo gauchiste, à tout un tas de choses. Alors que j'essaie quand même de garder un peu, laisser mon avis de côté sur mes vidéos, mais j'ai le droit quand même d'être taxé de tout ça. Non, je pense que ce qui fait que c'est, enfin, pour moi, ce terme de bobo, de bien-pensance, je pense que c'est deux termes qu'on peut quand même assez rapprocher. C'est un terme qui est en fait juste une arme politique qui est utilisée surtout par la droite aujourd'hui. Alors Sarkozy, on l'a vu le faire énormément de fois, mais beaucoup de candidats à droite aujourd'hui, d'ailleurs dans le cadre de la primaire des présidentielles, l'utilisent énormément. Qu'est-ce qui fait que c'est efficace ? C'est justement qu'il y a ce discours un peu élite contre peuple, genre gens qui savent contre gens qui ne savent pas, ceux qui sont déconnectés de la réalité, effectivement, contre ceux qui vivent la réalité du terrain. Ça fait que ça en fait une arme efficace parce qu'il y a ce rejet-là. Et puis, peut-être qu'Usul revient. Et donc voilà, ça en fait effectivement une arme efficace aussi parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est que derrière ça, on peut y mettre ce qu'on veut. Et d'ailleurs, quand on demande moi j'ai posé, il me semble, un des candidats là-dessus, quand on lui demande mais qu'est-ce que c'est la bien-pensance, bah ils savent pas trop répondre. Ils répondent à, voilà, typiquement ce qu'on dit, un truc déconnecté de la réalité, etc. Qu'est-ce que ça cache derrière ? Pas grand-chose, si ce n'est justement essayer de créer une opposition entre les différentes personnes, parce que personne n'a envie de se sentir bien-pensant ou bobo, parce que c'est cette désignation connoté, qui est, ouais. voilà, c'est connoté négativement. Mais du coup, de ce que vous avez dit, toi, Clara, t'as déjà été taxée de bien-pensance au barreau, je sais pas. Bientôt. Non, je me suis fait 2-3 réflexions pendant que vous parliez. En fait, il me semble qu'avant, la bien-pensance, c'était un truc dont on taxait les gens
qui avaient peut-être des idées un peu plus traditionnelles, Ouais. un peu moins progressistes. Ouais. Or, maintenant, c'est ces gens qui, tu vois, d'une droite un peu tradie, etc., qui taxent les gens qui traditionnellement sont les gens en faveur du progrès, de bien-pensants. Donc on a une inversion du truc, et vous savez, c'est ce fameux paradoxe de notre copain Dieudonné et nos amis de l'extrême droite qui disent « on nous laisse pas parler », alors qu'ils sont sur tous les plateaux télé. Et ben là, on est sur un truc où les gens qu'on taxe normalement de bien-pensants, à savoir les gens un peu plus tradis, Ouais. disent « oh là là, vous les bobos, vous êtes bien-pensants à vouloir des droits de Ouais, l'homme, c'est saloperie. en fait, ils se sont attachés, ils ont squatté une valeur qui existe déjà, un truc qui est connoté, qui Et a ils l'ont déjà un sens, switché. et ils l'ont transformé, quoi. Mm. C'est complètement taré comme, C'est ça. comme procédé. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une part de vrai dans le ressenti des gens? Je pense que c'est un truc qui s'est passé et qui a été vu, et je pense que Alors, tout le monde est enroulé définis là-dessus. une part de vrai. Mais justement, en fait, c'est une vraie question. C'est-à-dire que déjà, quand on parle de déconnexion de la réalité, faut se poser la question, c'est quoi la réalité? De quelle réalité on parle? C'est-à-dire que les gens qui s'expriment, pour eux, c'est con. Mais ils sont dans une réalité qui est une réalité vécue, qui est quelque chose qui est a priori tout à fait recevable. Quelqu'un qui dit, qui se sent... mais c'est ce qu'on dit tout le temps. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose, faut écouter la victime et pas lui dire, tu dis de la merde, tu sais pas de quoi tu parles. Les gens qui ressentent des trucs, a priori, ils pipotent. À mon avis, ça m'étonnerait qu'ils pipotent tous, quoi. Donc cette réalité, elle est éprouvée, elle est vécue. Qu'est-ce qui fait qu'on peut leur dire, mais t'es déconnecté de la réalité? Nous, quand on nous le dit, ça fait super mal. Quelqu'un qui n'est pas forcément notre bord politique, quand on lui dit, j'imagine que ça peut faire super mal aussi. Donc en fait, c'est quoi la valeur légitime, enfin partir de quel moment on peut dire qu'on est connecté à la réalité, déconnecté à la réalité, à partir de quel moment on peut le dire à certaines personnes? Et je pense que c'est une question qui touche notamment aux data, donc Mais alors en fait, j'ai un ami qui s'est retrouvé comme ça dans une interminable discussion, on va plutôt dire une prise de tête sans fond, Ouais, une avec prise de tête. avec un complotiste. Et il se trouve que cet ami en question, qui est journaliste également, qui est quelqu'un de très attaché à la vérité factuelle des choses, il lui a dit, mais écoute, quand tu regardes les données de l'INSEE, l'immigration n'a pas plus qu'avant. Donc quand tu dis que les Arabes courent les rues dans tous les sens, etc., machin, qu'il y a plus d'immigrés qu'il n'y en a jamais eu, qu'ils sont à nos portes, c'est une connerie. Factuellement, c'est faux. Et là, le type avait un seul argument, mais par lequel il fermait la porte, à savoir, c'est qu'à le dire, à savoir, oui, mais moi, quand je sors dans la rue, c'est pas l'impression que j'ai. Et le souci, c'est que tu peux dire, on crée de la richesse. Mais tu as toute une frange de la population qui n'en voit jamais la couleur. Et derrière ça, tu as des arguments, on peut le dire, je peux dire le mot, de gauche, qui pourraient aussi montrer que cette richesse, elle est créée globalement, elle est injectée dans un circuit monétaire général, mais que la distribution qui est faite derrière amène forcément beaucoup moins de personnes à le sentir. Et du coup, il y a un moment où tu as l'impression d'un peu te faire baiser. Sauf que dans les faits, Baiser a été donc prononcé à 16h43. voilà. on l'a dit au début, on Et fait ce live nous baisse depuis le début. Mais... Ah, très bien. Et du coup, on est dans une confrontation finalement entre d'une part une rationalité analytique qui est déconnectée parce que c'est son principe. Parce qu'un chômeur, il est dans une situation individuelle qui est terrible, mais à l'échelle de Pôle emploi, malheureusement, tu as différents niveaux de traitement. Et il y a un moment où si tu veux voir l'efficacité d'une mesure, tu ne peux pas aller voir chaque chômeur et lui demander ce qu'il ressent. C'est important d'avoir du qualitatif aussi, de voir quels sont les problèmes concrets qui se posent. Parce que sinon, après, tu as des conneries, comme par exemple tout le procès en assistanat qui est fait aujourd'hui par la plupart des candidats à les Républicains, qui est totalement irrationnel. Le seul problème, c'est qu'on cherche un responsable à nos mots. Et je voulais revenir sur cette idée de bien-pensance. L'idée que je me fais du phénomène que tu as décrit, de ce retournement, c'est aussi finalement une idée d'économie de la parole. C'est-à-dire que dans le régime actuel des médias, il y a tellement de sources multiples que tu n'as que 2 minutes 30 sur chaque média pour t'exprimer. Donc il est beaucoup plus rentable politiquement de dire c'est les bobos, les bien-pensants, machin, etc. Ils vous disent qu'il faut faire rentrer les Arabes et puis tout ça, machin, c'est n'importe quoi, c'est les islamistes qui égorgent votre sœur. Et en fait, même si tu n'as pas de sœur, et en fait, c'est beaucoup plus rentable de dire ça que d'expliquer, écoutez, aujourd'hui, on est face à une situation où la structure de protection liée à Schengen, qui doit faire entrer un flux régulé d'une immigration choisie par rapport à des critères qui sont aussi des critères d'urgence, qui ne sont pas seulement, là, tu arrives dans un truc, tes 2 minutes 30, tu les crames. Et c'est pour ça, pour revenir à une autre blague, que en 2012 ou 2007, 2012, la deuxième campagne que j'ai eu le plaisir de suivre à l'époque chez OVNI, tu avais un certain... Oui, j'en viens de OVNI. Voilà. OVNI qui était un pure player, enfin c'était un peu l'ancêtre de quoi De beaucoup de Pixel, choses. de Pixel Pixel, du Je monde. Slave, il y sais a beaucoup pas. de gens qui sont C'est partis à l'ancêtre de Slave. Data Girl, c'est l'ancêtre Ouais. de plein de trucs. Et en bien. fait, chez OVNI, on avait regardé comme ça le temps de parole et tu avais François Bayrou
qui passait son temps, toutes ses interventions, c'était autour de on ne me donne pas la parole. C'est ce que je te disais. Aujourd'hui, c'est ce machin. que je disais tout à l'heure sur. Sauf que quand tu sur regardais les les gens stats, qui c'était le disent- 3e, Non mais le plus invité. Je suis Sauf qu'il persuadée. prenait tout ce temps pour dire on je me ne suis laisse pas pas invité. Donc, comme Marine Le Pen aujourd'hui comme dit Marine Le tout son Pen, temps, comme Dieudonné, qui passent etc. leur temps à dire on me laisse pas parler. Bon, pour le coup, Dieudonné, Non, mais il est pas invité dans les non, médias, non, mais Florian À Philippot, l'époque qui où, fait à toutes les l'époque où il était matinales. très présent. Voilà. Et du coup, tu as ce problème-là qui est d'avoir des arguments rationnels qui essayent de répondre à des peurs irrationnelles. Et malheureusement, aujourd'hui, si tu dis bougez pas, on va revaloriser les minima sociaux. Non, pas du tout. Ah, oh ah, du coup, Usul. je parle de revaloriser les minima sociaux, on entend Usul. Ah là on t'entend a Ah, priori, Usul ouais. sauvage apparaît. Est-ce que tu nous... Non, ouais, je- On t'entend trop là. Ouais. Non, peu trop jamais fort. trop, jamais trop. notamment le réel, etc. Et c'est vrai que ce que disait la personne juste avant moi, j'ai Ah putain, ça saute tellement, ça me rappelle un camp de vacances. il y avait une lecture que j'aime Oui. Que tu aimes. On peut pas essayer sur WhatsApp. Finalement, quand on est progressiste, c'est plus compliqué d'expliquer nos trucs qui sont plus Je propose Et, qu'on lui paye le train. pas tellement d'accord avec cette lecture qui est. C'est si frustrant. Ça coupe? Ça n'arrête pas. Est-ce que je peux essayer le Skype Un ici peu. par hasard? Bon. Sur l'ordi, je peux tenter? 16h47, frustration. On a plus de problèmes sur Un celui-là. gros Est-ce que... Ouais. Et au téléphone. T'as pas travaillé sur FIP avant Et au téléphone pur. 16h47, frustration sur le Vas-y, tu peux me rappeler Nous, au le barreau de Paris. Ne bouge pas, Usul, ne bouge pas. Est-ce que tu peux me refiler le câble du micro binaural? Ce sera coupé au montage. du On micro va l'appeler. binaural. On va l'appeler. Attends, On va, Usul, on va t'appeler par téléphone et voilà. On va oublier Skype, on va t'appeler par téléphone. Ne bouge pas. Voilà. C'est parti. Je suis désolé. J'ai pas dit progressiste, hein. J'ai pas dit que c'était pas un truc Non, c'est progressiste. moi qui en ai parlé tout à l'heure. C'était Mais peut-être là-dessus. c'était le fait que c'était plus difficile d'argumenter avec des trucs rationnels que Exact. de balancer. Oui, que de statistique par hurler, rapport au- c'est parce que que vous de- êtes que des bien-pensants. C'est ça. Heidegger a théorisé ça. C'est le Se décalage faire entre la passer pour réalité, pour une victime. Bien sûr. c'est le décalage entre la réalité vécue, je pense, et la réalité statistique, Ah. enfin Faut un- factuelle des choses, quoi. Du coup, ça. Tout à Attends, fait. bouge pas. Vas-y donc, vas-y Est-ce donc. que je peux avoir voilà, le petit câble qui va bien? Pardon, ça s'installe. Je vous laisse continuer des discussions. Vas-y, pendant vas-y, que vas-y, j'installe. vas-y. C'est Non, marrant, mais c'est non, toujours c'est très parce que- ghetto la nuit originale. Mais qu'est-ce que c'est vachement intéressant ce que tu dis sur la réalité entre la Ouais, réalité c'est juste factuelle et que la réalité Je vécue. pense que c'est quelque chose qui est compréhensible en fait. C'est que quelqu'un qui vit une réalité qui est telle, bah, je sais pas, un chômeur ou quelqu'un qui a vécu quelque chose, Non, on va le mettre qui du en coup a en plus une émotion assez particulière par rapport Bien à ça. Sentiment d'abandon, Quand il- tu vois, voilà, en plus exactement. d'impuissance, de choses Exactement. comme ça. Quand il entend quelqu'un qui lui oppose soit des valeurs morales, ou tu vois, des choses qui paraissent assez loin et pas forcément concrètes pour la réalité de ce mec, forcément il a l'impression qu'il y a une sorte de décalage. Donc c'est là que je pense peut venir cette opposition encore une fois entre l'élite ou la bien-pensance ou ce petit monde entre guillemets qui serait parisien, qui serait un peu déconnecté de la réalité que lui vit un peu Ouais, mais chez attends, lui. quand t'as des mecs qui te parlent d'identité à longueur de temps, t'expliquant bien sûr, qu'en gros, mais l'identité, elle est définie par le droit des homosexuels à pouvoir se marier, alors que t'es toi-même pas homosexuel, et le fait que des musulmans peuvent pratiquer leurs croyances en liberté, alors que t'es toi-même pas Parle dans le musulman. micro. C'est quand tu prends l'exemple, par exemple, de la manif pour tous, ou Ouais, bien de toutes les déclarations anti-musulmans, finalement, ça rappelle la notion d'identité. Il y a rien de plus abstrait que l'identité et de plus branlette que l'identité quand même. C'est vrai. Branlette. Branlette. 16h49. 16h49. Ah, Usul? Attends, faut que je monte le son peut-être un petit peu. Monte Monte là-bas. le son. Il est là. Est-ce que tu peux le passer en mono du coup? C'est un bordel. est-ce que ça loupe encore? Allô? Oui, on t'entend. On t'entend, tu es à droite. Non, moi, il est à gauche chez Il est moi. à gauche pour Il est à toi? Mais en même temps, Ah, c'est mais très Peut-être une relatif tout casquette à ça. l'envers. Peut-être que mon casque, ou alors Il est partout, peut-être là qu'il n'y a Ok. plus de gauche ni de. Est-ce que c'est mieux là? Méta, Allô? méta. Oui, bonjour, je suis partout, je suis en mono. Ah oui, c'est Ça bon. arrive. On va, Je on suis va en booster- mono, ça me on va rappelle un booster camp de ton vacances. son, on va booster ton son et ça va aller mieux, ok? Top. Du coup, excuse-moi, on t'a coupé parce que la connexion n'arrêtait pas de sauter. Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure sur ce que tu dis? C'était quoi? C'était La sur la bien-pensance. bien-pensance, mais t'avais un mot en particulier et c'est- Progressiste. progressiste, voilà. Oui, bah, par rapport au. Oui, donc, qu'est-ce que je disais? Je disais oui. La lecture qui dit que développer une pensée progressiste, c'est toujours plus compliqué que développer une pensée réactionnaire, conservatrice, identitaire. Je trouve qu'il y a beaucoup de mépris de classe là-dedans. Parce que Désolé. c'est pas plus compliqué de dire on va tous le faire que on des enfants. En vrai. La question, c'est qui produit le réel. Le réel, c'est pas
c'est pas une donnée brute, ce sont pas des chiffres, le réel, c'est une construction. Et actuellement, qui a le plus de moyens de mener à bien cette construction du réel, de ressentir 6 000 immigrés, 6 000 réfugiés comme une violence absolue, alors qu'en réalité c'est rien. Qui a les moyens de faire ça, ce sont les producteurs d'imaginaire. Et actuellement, les producteurs d'imaginaire sont dominés par des éléments conservateurs, ultra-conservateurs, capitalistes, évidemment. On pense évidemment à l'empire de la presse, etc., de l'audiovisuel. Donc, nous dire déconnecté du réel, c'est pas dire que les progressistes sont déconnectés du réel. Je trouve ça absurde. Ils sont déconnectés du réel produit par les institutions dominantes. Après, il y a aussi un réel de gauche. Il existe. La question, c'est qui nous le montre, qui c'est qui va le faire vivre. Il y a des gens partout aujourd'hui en France qui sont en train, par exemple, d'aider les réfugiés. Il y a une solidarité, il y a un truc, une culture de gauche aussi très forte en France. Il y a un truc qui a émergé, et c'est ça qui, à mon avis, a causé aussi l'espèce de backlash anti-progressiste qu'on voit beaucoup sur Internet en ce moment. Cette nouvelle génération, c'est celle qui n'est pas encore aux manettes de la production, justement, des idéologies. La jeune génération qui va avoir entre 20 et 30 ans, qui est comme nous, voilà, énormément sur énormément à regarder ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Elle a un petit cran d'avance, évidemment, elle est un peu plus progressiste que ses parents. Elle est un peu plus au point sur les questions de sexisme, sur les questions d'antiracisme. Ils ont développé un discours nouveau, ils ont rafraîchi ce discours-là, toute cette jeune génération. Et du coup, ça marche, c'est-à-dire ça fonctionne, ça infuse dans la société. Les femmes sont en train de changer, se comportent pareil, les hommes sont en train de changer, tout le monde est en train de changer, qui sont les rapports de genre, de race, etc. Et les conservateurs ont beaucoup de mal avec ça. Ils sont en train de voir des nouvelles choses apparaître, des nouveaux droits émerger, ils sont en train de se rendre compte que le réel, le vrai réel, est en train de leur échapper. Et donc c'est pour ça qu'il y a une volonté justement de nous sommer avec c'est une bataille idéologique, quoi. Du coup, oui, non, juste sur l'arrivée comme ça, c'est cette voie entre guillemets progressiste, cette nouvelle voie progressiste qui arriverait. Moi, je suis pas totalement d'accord. En tout cas, je sais pas trop parce que j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, les plus bruyants dans cette jeune génération, que ce soit des youtubeurs, que ce soit, enfin, tout un tas de personnes, juste sur Internet en général, justement, c'est pas les progressistes. C'est justement une frange d'extrême droite qui est quand même assez présente. Et donc, c'est eux qui font le plus de bruit aujourd'hui. Alors peut-être qu'en termes de factuels et statistiques, je n'ai pas d'études là-dessus, j'en ai aucune idée. Peut-être que la réalité, c'est qu'effectivement, ils sont beaucoup moins importants, mais ceux qui font le plus de bruit aujourd'hui, c'est quand même cette partie d'extrême droite. Oui, mais j'ai pas le sentiment qu'ils vont faire changer énormément les choses. Ça, c'est juste une espèce de traînée de comètes Zemmour, Soral, etc. C'est la retranscription à la nouvelle génération qui trouve son langage de vieilles thèses, machin. Ça, c'est pas très intéressant, et surtout, eux, ils avancent pas. Et là, je trouve ça très symptomatique, notamment dans le fait que, voilà, une vidéo ils se concentrent énormément sur les féministes, par exemple. Ouais. C'est rend ouf. Donc, il y a des vidéos sur Marion Séclin, etc. Et, en fait, ils sont pas sur leur terrain, là. Ils sont obligés, parce qu'on a progressé, de venir sur nos terrains à nous, c'est-à-dire sur les terrains de lutte à nous. Ils sont pas en train de nous, par exemple, ils sont plus en train de nous parler de complot juif. Ils sont en train de venir sur nos thèses en essayant de les combattre plutôt que de continuer à avancer les leurs. Ça veut dire qu'on a repris du terrain aussi. Je pense quand même que Dieudonné, etc., n'ont pas arrêté d'en parler. C'est pas parce ils sont acharnés sur le féminisme. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs. Ils sont diversifiés, quoi. Ouais, c'est ça. Pour le coup, je suis vraiment. J'aimerais vraiment être d'accord, mais ce que je constate en lisant les commentaires sur DataGueule, qui est quand même principalement regardé par des jeunes. Les stats qu'on a, c'est quand même 80% de moins de 25, donc on n'est pas du tout dans les générations. C'est vraiment jeune, ce jeune. Grosse fierté, vraiment grosse fierté pour un programme France Télévisions, hein, rappelez-vous. Donc je suis de l'Empire des médias, enchanté. Et non, mais du coup, je suis parfaitement d'accord avec la construction du réel, mais ça on y reviendra. Mais par contre, sur le fait que il y aurait dans les nouvelles générations comme ça la prééminence d'un truc progressiste, j'en ai malheureusement pas l'impression. Les commentaires les plus réactionnaires, les plus violents qu'on a, on a fait là le dernier épisode dont on est très fier sur le franc CFA, donc un sujet dont tout le monde se bat les couilles alors que ça fait chier à peu près plusieurs fois. Oui, excusez-moi, je fais péter le compteur. Non, mais ça bloque l'économie pour des dizaines de millions de francophones en Afrique, raison pour laquelle on s'en fout. Concrètement, les commentaires se répartissaient sur cet épisode extrêmement politique en 3 catégories. Première catégorie, les chats.
les chats. Première catégorie Prums. Non, donc, première catégorie, c'est vachement intéressant, attendez, mais du coup, comment on fait? Putain, l'Afrique, tout ça, comment on fait? Quand tu dis première catégorie, c'est en termes Premier de tiers. masse? Premier tiers, ouais. De 3 tiers, en Ok. volume, ouais. Ok, en volume, Aussi. ok, pardon. Masse. Deuxième catégorie, c'est ah ouais, mais en fait c'est un peu comme l'euro, d'accord mec, donc va habiter au Cameroun 2 minutes et on en reparle. Et troisième catégorie, ah oui, mais du coup c'est comme Dieudonné qui en parlait, machin, etc. Donc autrement dit, on a un sujet de société qui est un problème qui concerne énormément de personnes, qui concerne des questions de relations Nord-Sud, qui concerne des questions de France-Afrique, qui concerne des questions éminemment politique, post-colonialiste, tout ce que tu veux, de consommation aussi indirectement, parce que c'est des matières premières qu'on apporte de là-bas, qu'on aborde sur cet angle-là, et qui est repris uniquement sous un spectre qui est Dieudonné, parce que c'est le seul qui en parle. Et là où je rejoins Usul sur la deuxième partie, c'est que la question de la production du réel, elle est essentielle. Pour moi, il y a une erreur fondamentale, et ça, pour le coup, je ne cesserai jamais, enfin, je m'y accroche à donf. La connerie que font tous les médias, que font la plupart des médias, c'est que quand Jean-François Copé dit « Vous sombrez dans la bien-pensance », tu as la majeure partie des médias de flux qui relaient un putain de papier sur Jean-François Copé parle de la bien-pensance. On ne devrait pas le faire. On ne devrait pas le faire. Il y a une anecdote, j'avais vu ça dans Arrêt sur Image il y a quelques années, c'était le Tag Handelsblatt, qui est un quotidien allemand économique, l'équivalent des Échos, qui avait fait une interview d'un responsable de la Société Générale. Les réponses du mec étaient tellement creuses, vides de sens et totalement sans intérêt qu'il n'avait publié que les questions. Et ce genre de courage politique d'assumer sa place de média, c'est-à-dire de médium, autrement dit de filtre, aujourd'hui il y a très peu de médias qui le font. Et on ne devrait pas donner la parole à Florian Philippot quand il dit qu'il y a une marée humaine qui se presse à nos portes. Donc il faut ne pas donner... Alors moi aussi j'aimerais bien qu'il se taise pour toujours, mais ça après c'est moi et qu'après quand même tu te dis non on peut pas faire ça. Donc toi tu penses qu'il faut juste empêcher il faut juste empêcher de parler. Non, pas du tout. J'ai dit, il ne faut pas relayer toutes les conneries qu'ils disent. D'accord. Non, je pose la question. Non, j'en prie. Mais il y a des choses, alors, au risque de choquer, Nicolas Sarkozy dit des choses qui sont factuellement pas trop éloignées de la réalité. Genre, parfois, il donne l'heure, des trucs comme ça. Voilà. C'est assez... Régulièrement, il a demandé, vous allez où? Au studio de France Télévisions. En l'occurrence, c'était vrai. Bon, je suis prêt à ce qu'on fasse une brève sur la question. Mais le fait est que le simple fait de relayer ça, y compris pour le vérifier, y compris pour faire du fact-checking, parce qu'on peut... Le problème, c'est que fact-checker Nadine Morano toutes les semaines, c'est la faire exister. Faire une interview de Nicolas Sarkozy en disant « Comment va-t-il revenir ?», c'est le faire exister et c'est même le faire revenir. Et je pense que là-dessus, les journalistes ont une responsabilité énorme de faire vivre des avatars de vérité et d'entretenir cette post-truth politics, c'est-à-dire cette réalité politique d'après les faits, juste parce qu'on donne de la place. gratuit, politique du clic, enfin tu vois, on oui. est aussi dans un truc où il faut que tu génères l'attention. Il faut avoir du courage. Il faut avoir du courage. Tu peux créer de l'attention sur des choses rationnelles, intéressantes et puissantes. C'est là qu'on en vient au rôle du journalisme et des médias. C'est-à-dire que pour moi, un média ne doit pas juste relayer des propos. Enfin, on peut pas arrêter de toute façon. Tout à fait. On peut pas arrêter d'inviter Florent Philippot sur les médias. C'est normal qu'ils soient invités. Enfin, on peut. En Belgique, on le fait. Après, il y a dans le cadre des présidentielles, typiquement, on pourra pas, par exemple, ne pas inviter Marine Le Pen. Je pense qu'en l'occurrence, le problème, c'est surtout le rôle des médias face à ces politiques-là. C'est effectivement ne pas donner une simple tribune, leur dire allez-y, vous allez pouvoir parler pendant 10 minutes, balancer des conneries. Et nous, on fera rien derrière, on fera que les relayer parce que ça fait du clic, effectivement. Et donc, c'est assez intéressant. Donc, les invités, oui, bien sûr, c'est normal parce que typiquement, si on parle du Front National, aujourd'hui, ils représentent une part assez importante de la vie politique aujourd'hui. Donc, c'est normal de les inviter. De toute façon, on sera obligé dans le cadre, les médias seront obligés dans le cadre des élections présidentielles. Et c'est le piège du CSA. Est-ce que c'est un piège? Moi, je trouve ça normal. Moi, je trouve ça normal qu'il y ait C'est normal, je suis d'accord. Mais c'est un truc piégeux. C'est le rôle des journalistes, justement, de... Ouais, vas-y, j'écoute. Oui, je pense aussi qu'on a une responsabilité collective qui est pas seulement auprès du coup des producteurs professionnels d'imaginaire ou de réel, mais qui est aussi une responsabilité collective de faire vivre des sujets, de les faire vivre sous le radar des grands médias, puisque de toute façon les grands médias vont être obsédés par les dernières polémiques qui les intéressent, on les connaît, mais de faire vivre des choses qui ne les intéressent pas, nous-mêmes sur le réseau, comme on peut, en faisant des groupes, en faisant des machins, et je constate que ça marche quand je vois que il y a des questions qui ont été poussées, portées très haut dans le débat public, sans les médias. Je pense à la question, par exemple, du végétarisme et du véganisme aussi, etc., qui n'ont pas eu besoin des grands médias, qui ont émergé vraiment sur la toile, poussés par des militants, par des gens qui faisaient des productions autour, machin. Et ce qui fait que
en fin de course, les médias sont presque obligés de s'y intéresser parce qu'on les a fait vivre sans leur appui. Tout à fait. Et c'est aussi important aussi, nous, de voir qu'on peut... De créer apporter notre quelque chose agenda, dans envie de d'autres créer notre sujets. agenda politique. Pour le coup, si je peux donner un exemple concret, Et ça passe par aussi ne plus écouter leur truc et ne plus rebondir sur leur truc. évidemment. Évidemment. mais pour donner un exemple très concret, juste pour l'anecdote, parce que c'est un truc qu'on a fier à notre cœur dans l'équipe avec DataGueule, le sujet sur l'édition scientifique, privée de savoir. Par contre, je ne l'entends pas. Ah, pardon. Ah, oui. Attends, je vais reprendre le. Non, je disais pour illustrer ce que tu disais, et je suis tout à fait d'accord là-dessus, on peut faire émerger des sujets contre la volonté de médias qui ont plutôt tendance, malheureusement, pour les médias de flux en tout cas, à niveler par le bas. L'épisode de DataGueule sur l'édition scientifique, donc le sujet le moins sexy du monde quand même, après un petit truc sur les tuiles en aluminium que je vous montrerai un peu plus tard. Ce sujet-là, l'édition scientifique privée de savoir, on a failli pas le faire parce qu'il y avait beaucoup de réticences et beaucoup de craintes que ça marche pas. Mais finalement, on a regardé le fond du sujet, on a trouvé ça important. On l'a fait. Il a fait 200 000 vues en 2 jours. C'est le meilleur démarrage de l'histoire de DataGueule, des 65 Bravo. épisodes. Donc du coup, c'est quand même la preuve que quand tu prends un sujet imbitable, parce qu'il faut quand même dire ce qu'il c'est, mais qui est important, et ben ça peut marcher. Et c'est, je sais plus qui est-ce qui a dit cette maxime, mais que je trouvais très bien résumée. Le journalisme, ce n'est pas rendre intéressant, pardon, c'est pas rendre important ce qui est intéressant, c'est rendre intéressant ce qui est important. Et là, il y a une responsabilité. Absolument, je suis Et pour le coup, pour la machine à clics, on peut Oui. faire des clics avec des putins de sujets importants et des sujets de fond. C'est Non, vrai. mais je suis d'accord. C'est vrai, Je suis complètement d'accord. Et c'est de la il y a des faiblesse que de sujets penser comme ça l'inverse. qui passent tellement sous le radar, je trouve ça fou qu'en France, par exemple, on parle pas davantage de la condition étudiante. On est là, on est entre jeunes, on sait tous que c'est de pire en pire, que c'est horrible, machin. Quand est-ce qu'on nous en parle dans les grands médias? Jamais. C'est à nous de faire vivre ça, de développer des formats autour de ça, de monter cette question un peu en mayonnaise, d'oser le faire et d'oser parler de nous, de nos conditions, etc. quoi. Mais il faut avoir de l'audace, il faut être familiarisé aussi avec un certain nombre de modalités de la prise de parole publique. C'est encore autre chose, une autre question. Donc du coup, l'idée, alors enfin, moi là-bas j'étais parti sur, alors je voudrais juste faire d'abord un petit bisou à 911 Avocat et Rexider qui nous ont rejoints. Donc pour continuer à parler de comment parler de politique aujourd'hui à l'heure d'Internet, alors que Trump a été élu, ce qui a pris tous les médias par surprise. Mais clairement, c'était des médias qui avaient le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Et comment aussi, en fait, écouter des discours qui sont des discours un peu qu'on peut considérer comme étant un peu crades, voire franchement cradingues, mais qui traduisent aussi, a priori, un vrai ressenti, quoi. Comment est-ce qu'on peut adresser ça? Donc, pour résumer un petit peu, l'idée, c'est donc on a de Sylvain Laproie de DataGueule qui travaille sur donc DataGueule, donc apporter des vrais éléments de contexte, des vrais éléments d'information citoyenne, et puis Usul qui du coup toi tu proposes de faire des médias alternatifs en fait, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. J'essaie de porter autre chose, de développer autre chose. Et c'est vrai que DataGueule fait ça à merveille aussi. C'est pas pour rajouter, mais c'est exactement ça, prendre des sujets, les éclairer et... Mais je suis tout à fait d'accord sur le fait de créer des autres médias, mais il est malheureusement aujourd'hui de notoriété publique qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'informent que au travers certains médiums. Et pour le coup, je connais beaucoup de personnes autour de moi qui refusent de voir ces commentaires qui sont pour certains insupportables. Il y a des confrères de France 3 Midi-Pyrénées qui avaient comme ça fait une lettre ouverte en disant écoutez, vos commentaires sur notre émission sur l'arrivée des migrants sont pour certains totalement inacceptables et insupportables, mais on les coupe pas. Et là, pour le coup, je vois que là-dedans, je perçois quelque chose de vachement fort vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis de la démocratie. On peut pas empêcher aux gens, enfin, je veux dire, sinon il y a un moment où sinon ça devient Minority Report, c'est-à-dire qu'en gros, on va empêcher aux gens de penser des choses. Non, c'est la personne qu'on condamne, c'est la personne qui va avoir un comportement préjudiciable vis-à-vis de la Mais société. tu peux pas non plus forcer les gens à s'informer d'une façon satisfaisante. Tout à fait. Et si tenter que s'informer de façon satisfaisante existe. Je suis Mais parfaitement d'accord avec si toi. moi demain j'ai envie de m'informer exclusivement par 9gag, parce que c'est ça qui me fait plaisir. Oui. Putain, c'est vrai que c'est possible. Par contre, Non mais tu vois, mais par contre, on a qui quand même font un ça. besoin Ouais. d'aller justement produire du nouveau contenu. Et c'est là que, enfin, Bien aujourd'hui, sûr. surtout Non, mais chez les jeunes, c'est-à-dire que les jeunes, bien sûr, on il sait, faut ne que regardent plus la l'offre soit télévision. quali, tu vois, Mais bien justement, sûr. Et mais c'est justement. super cool. Et moi non plus, j'ai pas la télé chez moi. Et Ouais. il y a plein de bons médias comme ce que vous faites tous les deux, qui sont des médias de qualité. Mais après, si quelqu'un a envie de s'informer exclusivement en regardant Jean-Pierre Pernaut, Tu ne peux pas Ouais, l'empêcher. mais, ouais, bien sûr. Oui, bien mais sûr. c'est là où c'est important de lire les putains de commentaires insupportables qui sont postés parce qu'il y a derrière ça
quelque chose. Et finalement, alors, Est-ce que ta mère lit les commentaires YouTube, tu mais vois, ça n'a pas d'importance, elle travaille pas dans les médias. Oui, mais c'est pas son mais tu rôle. vois, il y a un côté où c'est aussi cette part d'information là Oui. s'adresse à une frange extrêmement minoritaire de #les gens. Mais je suis vois pas forcément d'accord avec toi Le parce que commentaire YouTube. je vais te dire l'une de mes fiertés à moi. Julien, ça le travaille, mais Julien Goetz. Julien Goetz. Ça le travaille, mais Bonjour. moi, une fierté que j'ai, c'est que en recommandation de nos vidéos, il y a des vidéos de Soral. Alors, je suis pas content qu'il y ait des vidéos de Soral en recommandation, mais ce que ça veut dire, c'est que c'est l'algo, il a un effet miroir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui regardent des vidéos de Soral et qu'en face, on leur propose des vidéos de DataGull. Et encore une fois, je vous dis, moi, c'est ma fierté de bosser pour ce média parce que je pense qu'on essaie de faire quelque chose différemment. Donc, je dis pas on est formidable et tout, mais je me dis au moins, je sais que quelque part, la bouffe que je leur sers, au moins, je sais que j'ai été chercher moi-même et je peux te dire que je vais les cueillir loin, mes putains de fruits et légumes. Non, mais il est important et nécessaire et vital de proposer des formes Oui. d'information alternatives à l'image du travail que vous faites tous les Et deux. sur le terrain où ils sont, Bien il faut entendu. aller les chercher. Je veux dire, il faut qu'il y ait des gens qui postent des vidéos de DataGull dans le commentaire de Soral ou des vidéos d'Usul ou des vidéos de notre Par contre, je Legacy. pense qu'il serait naïf de penser que les gens qui vont regarder des vidéos de Soral premier degré viennent regarder tes vidéos avec le même premier degré. Certes, mais il n'empêche qu'en attendant, on lit aussi des personnes dont l'avis Modéré pas modéré, mais il est un peu déstabilisé par ce qu'on leur soumet Bien comme sûr. lecture. Et du coup, il est important de lire ce qui est produit comme réaction à tout ça, y compris quand c'est insupportable, parce que si tu les comprends pas, tu comprendras pas pourquoi ils vont aller regarder Pernod, parce que Pernod, il leur donne le bon truc. Je vais te donner un exemple très concret. Comment se fait-il que tu as tout ce discours sur l'assistanat ? La fraude, c'est peanuts, c'est nada. Ce que Laurent Wauquiez dit des chômeurs qui ne reprennent pas de travail parce que c'est pas assez de thunes, les statistiques de la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, dans la CAF, pardon, la Caisse d'allocation familiale, c'est 1%. C'est 1% des allocataires du RSA qui reprennent pas le taf. Ce par quoi Laurent Wauquiez voudrait justifier la privatisation du Pôle emploi, la fin du RSA, la fin des aides, le travail obligatoire, ça c'est 1% des cas. Parce que c'est des arguments faciles. C'est Bien beaucoup sûr, plus facile mais de dire à quelqu'un certes. si tu galères, c'est parce qu'il y a un mec à côté qui Oui. est un connard que de rentrer dans le détail de la loi de finances, bien sûr, etc. je suis d'accord. Sauf qu'après, la question, c'est comment tu fais pour rentrer dans la tête de la personne qui pense ça et pour lui faire comprendre que c'est pas comme ça. Parce que le problème, c'est quelle est sa réaction ? Elle se dit, moi, je fraude pas. Évidemment que tu fraudes pas. Il disait 99% des mecs, ils fraudent pas. Simplement, le gars, il va se dire, mais putain, c'est qui fraude ? Et il va regarder autour de lui comme ça et il va voir éventuellement un mec un peu de couleur, une femme, il va se dire, généralement, c'est un peu les profiteurs de la société dans le cadre judéo-chrétien de merde, prince charmant, Jésus sur la croix et tout le bordel. Donc du coup, à partir de là, tu vas avoir des réflexes qui vont être de croire le mec qui te dit quelque chose que tu es totalement incapable de voir. Arrête de pointer du doigt, je me sens agressée. Et tu bascules finalement pour finir, tu n'es plus dans la rationalité, tu es dans croire à quelque chose que tu es incapable de voir, ce qui est la définition même de la foi. Après, je pense qu'il y a deux. Oui, vas-y. Je pense qu'il y a deux parts de personnes et deux combats finalement qu'il faut mener. Il y a effectivement ceux qui sont déjà un peu intéressés par l'actualité, par la politique, qui peuvent suivre du coup des vidéos d'Alain Soral, etc. parce qu'elles sont extrêmement populaires et très bien référencées aujourd'hui sur YouTube. Mais il y a aussi ceux qui sont pas du tout intéressés par l'actualité, pas du tout intéressés par la politique. Et ceux-là, il faut aller les chercher, je pense, le plus tôt possible et justement essayer le plus tôt possible de leur offrir du contenu qui est intéressant. Et moi, je le vois sur ma chaîne Hugo Décrypte. J'ai des commentaires des fois de jeunes de 12, 13, 14 ans qui regardent les vidéos, qui regardent les vidéos de 5 minutes et arrivent à capter au moins cet intérêt. Et je pense qu'il y a ce combat effectivement où il faut, tu parlais de l'effet de miroir sur les vidéos d'Alain Soral et celles de DataGull. Il y a aussi ces gens à aller chercher qui sont pas du tout intéressés par la politique et qu'il faut aller essayer de capter le plus tôt possible. Sinon, ils risquent effectivement de tomber directement dans des vidéos extrêmement partisanes, extrêmement ayant une idéologie très marquée, sans forcément qu'ils le disent dans leur discours. Quand Alain Soral fait une vidéo, il dit pas forcément que c'est son avis, il dit surtout que c'est la vérité que lui a vue. Je pense que nous, on a une responsabilité aussi effectivement à aller chercher, à aller toucher cette audience le plus tôt possible. Juste pour dire Il y a un truc par rapport au romantisme aussi des idéologies radicales, qui évidemment parle beaucoup, va beaucoup parler à des esprits jeunes, etc. Et il y a eu pendant longtemps, en effet, le romantisme révolutionnaire, machin, a dominé l'imaginaire aussi d'une grosse frange de la population, mais il a pris un sacré coup de plomb dans l'aile là ces dernières vingtaine d'années, la chute du mur, enfin les atrocités à l'est, etc. C'est beaucoup moins possible de justement de faire vivre un romantisme révolutionnaire
du coup, il y a, tout le monde est devenu, vous savez, tous les élus de gauche et tout sont devenus de toute façon des élus technocratiques, même les élus du Parti communiste. Enfin, l'idée de romantisme à gauche a beaucoup régressé. Mais en revanche, eux ont développé du coup une espèce de romantisme d'extrême droite, va y avoir la guerre civile, machin, ça se voit aussi déjà. Le survivalisme est une forme aussi de romantisme politique, je trouve. Et le djihadisme est une forme de romantisme politique. Et qu'est-ce qu'on avait nous à proposer? On était là, c'est vrai, on peut pas. Enfin, la gauche était à genoux idéologiquement. Elle était bien en peine de produire quoi que ce soit. À part, il y a eu un petit sursaut à la fin des années 90 avec le mouvement altermondialiste qui avait cette dimension justement, on est tous main dans la main, un espèce d'élan, un truc qui dépasse, qui est au-delà du simple politique de gestion de machin. Parce que la politique c'est chiant, c'est des chiffres, c'est des gens qui parlent, écoute ces espèces de hauts fonctionnaires, machin. Un jeune qui voudrait s'intéresser à la politique aujourd'hui, il a quoi comme émission? Il avait quoi en tout cas avant à la télé? Il démarrait direct avec Pujadas ou je sais pas quoi, avec Mon les trucs quotidien. technocratiques, chiant, la dette, machin. Bon, c'est pas romantique du tout. Il y avait pas de, alors qu'avant il y avait des institutions qui faisaient le lien, voilà, les sociabilités au Parti communiste, etc. Et une politique proche aussi du terrain, avec des militants, un maillage aussi géographique, ça compte. Et faut tout reconstruire. L'école? Faut tout reconstruire, cet imaginaire romantique y compris. Donc voilà. Alors, effectivement, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que est-ce que c'est aussi une dépolitisation, etc. Je sais pas, mais effectivement, il manque ce romantisme que tu dis. Après, encore une fois, pour moi, ça peut pas suffire. C'est-à-dire que un parti communiste très puissant qui va un peu appuyer son idéologie, pour moi, c'est pas suffisant. Et justement, à côté, il faut du travail comme le fait d'Ata Gueule, comme j'essaie de le faire moi sur Hugo Décrypte, qui viennent aussi avoir des propos un peu plus objectifs, parce que sinon on peut pas. Enfin, je pense qu'un jeune qui débarque un peu et qui essaie de s'y intéresser, il peut pas s'en sortir avec des discours extrêmement idéologiques comme ça. Mais est-ce que vous où il y a palliez pas un peu aux insuffisances C'est pour ça que je te de dis ça l'école, quoi? spécialement, c'est parce que je te trouve très dans le nous on est la raison, nous on est le machin. Ah, c'est pas la raison, non, non. Le monde diplo, il y a 10 fois 10 000 trucs plus intéressants et plus vrais que dans d'autres journaux ou dans Data Gueule, ou enfin dans Data Gueule aussi. Mais Festival de balles perdues. c'est pas le tout, on n'est pas le côté juste des gens raisonnables, on va pas gagner avec la raison ça suffit pas. Ça suffit pas. Clairement, on est parti depuis quelque temps sur un terrain qui est profondément irrationnel. Effectivement, on en a aussi un problème d'enchantement de la politique, qui aujourd'hui est un enchantement qui est très largement dominé par l'extrême droite, l'alt-right aux États-Unis. Je suis passé sur le Reddit de Donald Trump, il y a un subreddit de Donald Trump qui s'appelle The Qui Donald. est à lui? Qui a, en fait, C'est un compte alors, sur un officiel, serveur c'est un serveur privé. Non, mais j'entends, mais c'est un compte officiel, c'est animé par son équipe de campagne, Exactement, par lui, etc. et notamment par le mec qui a fondé l'Oculus Rift, vive la 360. Palmer Luckey. Ouais, voilà. Et c'est fou, ces mecs-là, en fait, n'ont pas fait une campagne avec des arguments, ils ont fait une campagne avec des mèmes. Et c'est vachement bien une campagne avec des mèmes quand t'as 16 ans, tu m'étonnes. En plus, il y a une étude, c'est un édito qui est sorti, qui démontrait, qui a observé en fait l'évolution de plein de forums, notamment de forums de pick-up artistes. Donc c'est des mecs, des gamins qui arrivent sur un forum à 16 ans en mode comment est-ce que je fais pour lever de la gueusesse, et qui du coup après les mecs font super bien. En fait t'y arrives pas, mais c'est parce que t'as des mecs à la con qui vont t'empêcher de le faire et tout. Oh là, et ces salauds de féministes, c'est à cause d'eux que tu peux pas tirer. Et du coup en fait tout ça c'est des éléments qui ont été des éléments qui ont, je pense, réussi à faire fantasmer la politique sur un terrain qui là où l'altermondialisme à la fin des années 90, perso, alors j'ai un entourage qui est extrêmement mixte. Enfin, après c'est la Bretagne, une Bretagne cendre. Mais cherche pas clairement, d'excuses, mec. Clairement, Nous, l'enchantement côté altermondialiste a une. Alors je sais pas comment ça se passe, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile à parodier et qu'il y a beaucoup plus d'éléments qui constituent une auto-parodie plutôt que la. Oui, ça a pas pris. Hein. Ouais, voilà. Je suis d'accord. Manu Chao, tout ça a pas pris. La machine idéologique était en marche aussi. J'ai regardé hier. Et pourtant, ils s'y connaissent ensemble. Commandant Marcos avec un copain. C'était avant-hier. Et du coup, je lui ai montré une vidéo de comment les médias français en parlaient. Vous rechercherez sous Commandant Marcos sur YouTube. Ça doit être la deuxième vidéo. T'as Daniel Bidalian qui explique que là-bas c'est nul, il pleut, et c'est horrible. Et il dit rien du fond de ce qu'ils sont en train de raconter du coup au Chiapas, au Mexique. Et il se contente de dire oh là là, il fait pas beau, la délégation française est arrivée, elle est un peu déçue, hein, c'est pas si bien la révolution. Et tout le sujet dit ça. Donc il y a eu aussi un moment où l'appareil médiatique était super fort. Il avait gagné justement dans cette bataille pour avoir le monopole de la production d'imaginaire. C'est plus le cas maintenant. Le monopole de la Et production d'autres choses d'imaginaire. sont possibles maintenant.
Sylvain. Alors tu sais Sylvain, juste petite Oui, parenthèse, vas-y. qu'il y a des gens qui sont en train de couper, de numéroter le nombre de fois où tu coupes la parole à Clara. C'est vrai. Ouais. Il y a des gens qui font un compte C'est quand Comme, même. comme je coupe la parole de ouf tout le temps, il Il n'y y a a pas de des doodles, il souci. y a des doodles pour tout, c'est génial. Écoute, je vais te couper la parole de façon systématique à partir de maintenant. Très bien, moi aussi. Et non, juste, il y a un truc, en fait, il y a quelque chose Parce que qu'en tu as fait, dit, j'ai vu un truc l'autre jour. quelque chose que tu as dit, Usul, qui était vachement vrai, c'est que la politique, c'est chiant. Mais d'un point de vue classique, c'est-à-dire que du point de vue expérimental, quand tu commences à vivre la politique, c'est chiant. La Constitution, qui est le cadre de l'expression politique, de la vie politique, de la démocratie, c'est chiant. Les Je te permets pas de dire les ça. CGU de YouTube, c'est chiant. Je te et permets pourtant- pas non plus de le dire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le monde est quand même dominé. Ça parle de pénis, les CGU de YouTube. Alors, Vraiment. aussi, et la Constitution aussi, sache-le. Et Pas lu la les- même. Oui, 911 avocat, salut. non, donc simplement, c'est effectivement, il faut créer un imaginaire. Sauf que c'est chiant. Et le problème, c'est que la démocratie, c'est comme les régimes. Tu vois la différence entre un bon et un mauvais régime. Laisse-moi C'est finir. vrai, les fausses D'où calories. le nom régime. Dans le coca zéro. D'où le non-régime. Non mais, c'est que, comment tu fais pour maigrir? Il y a une excellente vidéo de Vox, qui est un très bon média américain d'ailleurs, qui a décrit le truc, et c'est passionnant. Parce que vous dites, comment tu fais pour maigrir? Tu fais du sport? Non, parce que ça n'est que 15% de tes dépenses d'énergie. Donc si tu les fais monter à 17, t'es un putain de cador, mais tu vas pas maigrir. Comment tu fais pour maigrir? Eh ben, tu manges moins. En calories. Et ça marche. Ça marche quoi qu'il arrive. Ça marche quoi que tu fasses. Ça marche quels que soient les trucs que tu bouffes. Ça marche. La démocratie, c'est pareil. Comment tu fais pour mieux faire de la démocratie? Eh ben, tu t'impliques. Toutes les expériences, quand on voit l'expérience, c'est très compliqué quand on est journaliste écolo et alter, comme c'est mon cas, je trouve des sujets alter aussi, je travaille pour Kaizen entre autres. Quand tu cherches des exemples de démocratie participative qui marchent, c'est quoi le point commun de tous ces putains de trucs? C'est que les mecs, ils arrivent et disent, ah bah, on se réunit, on parle, et puis, tiens, toi tu fais un truc, moi je suis d'accord pour faire un truc, on fait un truc ensemble. C'est comme ça que ça marche. Donc tant que tu n'arriveras pas à faire comprendre aux gens que oui, la démocratie c'est quelque chose où tu te bouges le cul et où ça marchera pas. Et j'en arrive à la raison pour laquelle ça marche. 16h17, cul. Bouge le cul, bouge le cul. Bouge le cul. Mouve ton boule. Et donc, du coup, 16h17, boule. voilà. Et du coup, par rapport à ça, j'en viens à l'une des raisons qui, à mon sens, explique cette apathie. Je parle pas de Jean-Michel, hein, je parle de l'inaction. Excellent, j'adore. Voilà. Désolé. Et donc, du coup, l'une des raisons qui, à mon sens, explique cette inaction et ce désengagement, c'est que la démocratie, c'est chiant et c'est compliqué. À l'époque que décrit Usul, avec les syndicats et tous les corps intermédiaires, il y avait une émulation parce que être là-dedans, c'était faire partie de quelque chose. Aujourd'hui, tu fais partie de quelque chose en t'inscrivant sur un forum Reddit. Aujourd'hui, tu fais partie de quelque chose en faisant du clicktivisme, en mettant « Ouais, je like trop la lutte contre le cancer du sein parce que... » Et je me suis engueulé avec des nanas qui, comme ça, mettaient la couleur de leur soutif sur Facebook et tout en disant « Oui, mais je lutte contre le cancer du sein. » Et je leur disais « Alors, tu sais, en fait, il y a un truc qui s'appelle l'oncologie. C'est une science qui se traite le cancer. Si tu voulais vraiment aider et faire part aux femmes qui ont un cancer du sein... 17h18, mansplaining. Non mais elles font ce qu'elles veulent. Mais le fait est qu'elles me disaient qu'en gros avec ça, elles signifiaient leur solidarité avec des femmes qui avaient le cancer. Mais si tu veux signifier ta solidarité avec des femmes qui ont le cancer, mais va les voir, putain. 17h19, toujours du mansplaining. Attends. Mais oui, Ouais. mais sauf que quand tu commences comme ça concrètement, qu'est-ce que tu peux empêcher les gens de commencer à liker des pages au lieu d'aller voter? Qu'est-ce que tu peux empêcher des gens de préférer les gifs de Trump au fait d'aller écouter c'est et pas- lire le programme? Enfin, C'est on pas une peut condamnation empêcher les gens. morale. C'est pas une condamnation Ils veulent morale. empêcher les gens. Tu vas faire un ulcère, hein, C'est fais bien le attention. cultivisme aussi. Ouais, Il y a plein de enfin- gens qui se forgent une conscience politique là-dedans. Oui, en est-ce que c'est démarrant, pas un en début, courant ouais. à gauche, à droite, en tâtonnant. Il y a des gens, ils ont 15 ans hein, sur Internet. Non mais sans Il y en a problème. 18, 20 ans. Où et il faut bien commencer quelque part. Il y en a plein qui partent de là. Enfin, j'ai vu des filles qui partaient de Mademoiselle pour ensuite devenir des féministes. J'ai rien contre tout à Mademoiselle. fait, comment? C'est très très J'ai- bien. non mais j'ai rien mademoiselle. contre C'est le fait de une lire. porte C'est le fait que ton expression politique et ton action politique se limitent finalement à un acte qui n'est absolument pas engageant en vrai. d'entrée. C'est du Moi, je pense que militantisme. le problème, enfin, Je suis C'est pas sûr du- que ça c'est se limite, Je crois, c'est- je crois que par contre, on s'égare un tout C'est petit comme poil de dire, niche du sujet. voilà, quand on avait fait le hashtag on vaut mieux que ça, c'était juste avant que la loi travail, il y ait le mouvement qui aille dans la rue, et il y en avait plein qui nous disaient, ouais, bah si les gens, évidemment, ils ont partagé on vaut mieux que ça, ils ont fait un truc, mais ils seront jamais dans la rue. Et puis Oui, mais- pouf, ils y étaient.
Ouais, mais sauf que vous avez produit quelque chose derrière, vous avez été chercher des témoignages, vous avez fait des vidéos, des trucs à regarder, qui ont fait réfléchir. L'effectivisme, C'est une c'est une forme de militantisme. C'est peut-être une forme de pré-militantisme. Oui, mais, c'est le début d'une action. sauf que tout le problème est dans le pré-militantisme. C'est que si tu réussis à transformer ça en un vrai engagement, je dis pas d'un parti politique, on s'en fout, c'est pas la Vraiment, question. faut arrêter de me gronder, hein, j'en peux plus. Pardon. Et je vais te regarder Oui. avec toute la douceur que je dispose. Mais en Calmez-vous, gros, c'est monsieur Lap. ce problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une vision aujourd'hui de la politique, qui est une vision extrêmement consumériste. Raison pour laquelle aujourd'hui, en gros, tu arrives sur un marché dans lequel tu dis, moi j'ai un problème avec les Arabes. Ah bon, vous avez un problème avec les Arabes? Alors attendez, Arabe. Oui, alors je vais fermer les frontières. Sylvain, Très bien, merci beaucoup, Madame Le Pen. Non mais. Non, Sylvain, on va juste Ça a toujours été un marché, le marché des idées. Alors, Oui. qui veut la parole? Ah, moi, je vais juste dire un truc. Je pense que le problème du fait que les jeunes ne s'engagent pas, ou en tout cas peut-être moins dans la politique aujourd'hui, c'est pas que la politique c'est chiant. Moi, sincèrement, je pense pas que la politique soit chiant. Alors, c'est Non, peut-être c'est pas effectivement chiant. que je suis passionné de ça et que je m'intéresse beaucoup, mais je pense pas que ce soit chiant. Je pense que ce qui fait que les jeunes aujourd'hui ne s'engagent moins et s'intéressent moins à l'actualité, c'est simplement qu'ils ont pas ils ont plus les comment dire je veux dire, il y a 30 ans, il y a 30-40 ans, les jeunes pour s'informer, ils avaient des trucs qui étaient dédiés à la façon dont ils consomment l'information. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on n'a pas les médias qu'on connaît aujourd'hui n'arrivent pas à parler aux jeunes. Et pour moi, c'est ça la première étape. La première étape pour que les jeunes s'engagent, c'est quand même qu'ils soient informés. Et c'est ce qu'on essaie de faire, c'est ce que fait Mademoiselle sur tout un tas de thématiques qui peuvent être un peu, Big up, Mademoiselle. politiques. Big up Mademoiselle. C'est ce qu'on essaie de faire aussi, mais c'est ça la première étape. On peut pas dire oh là les jeunes s'engagent pas, etc. Alors que faut que les partis prennent de la place et Quand tout. on dit les jeunes ne s'engagent pas, c'est la même chose que quand Florent Philippot dit on ne me laisse pas parler. Ouais, Enfin, mais, tu vois, mais c'est- pour moi, c'est juste que la première étape, c'est quand même l'information, c'est quand même essayer de leur offrir du contenu qui soit adapté à la façon dont eux consomment l'information aujourd'hui. Sauf que là, c'est pas le cas aujourd'hui. Il y en a Et du c'est le contenu. problème qu'il faut Il y en corriger. a du contenu. Bah, il y en a, mais c'est encore le début. Pour moi, c'est encore le tout début, quoi. Alors, on va juste conclure parce que mine de rien, on mord un peu. Alors, je sais qu'avec les bugs, on a pris masse de retard, mais on va pas tarder à trop conclure. Pas tarder. En fait, on va pas conclure, on va changer de discussion. Et vous êtes invités à rester, évidemment, Yeah. pour parler de droit et de notamment on va en fait faire un pont qui est nickel. Attends, moi, Puisque j'avais un on parle- dernier truc à dire. Oui, vas-y, Clara. Non, je t'en prie, c'est pas très important. Juste. Enfin, si, c'est important, mais c'est pas Bien grave. sûr. Arrête, dis pas ça, te dévalorise pas. Jamais. Les gens le font très bien pour toi. Du coup. Si tu savais, si tu savais, on va en parler. Du coup, on parle notamment de militants, de cyber-activisme, de cyber-militantisme, Ah, mais du etc. coup, je l'ai pas dit. Et... De quoi? C'est ça que tu voulais dire? Pardon, autant pour moi. Du coup... Non, mais je fais juste une parenthèse et T'inquiète. après, comme ça, on va lancer le tour de conclusion juste après. Ok. L'idée, c'est que là, on va parler de YouTube contre la loi, puisque YouTube, maintenant, et être créateur de contenu en général, vous avez tous compris que YouTube est évidemment, comment ça s'appelle cette figure de style où c'est l'arbre qui cache la forêt? C'est une périphrase? Mais ça marche? C'est un Vous arbre l'avez. qui cache la Vous forêt. l'avez. Et évidemment, ça parle d'Internet en général. Et aujourd'hui, cet espace Internet est un espace d'expression politique où, mine de rien, que ce soit de la politique qui traite directement de sujets politiques ou de politique dans le casque. Et voilà. Pardon, ça m'horripile. Et du coup, j'ai perdu le fil de ma discussion, mais bon, bref. Est-ce qu'on peut parler YouTube, de lieu d'expression tout politique. Voilà. Comment est-ce qu'on peut s'exprimer sur YouTube aujourd'hui? Dans quel cadre? Est-ce que YouTube est un cadre qui est adapté à la législation française? On va en parler. Ou l'inverse, d'ailleurs, peut-être que la loi n'est pas du tout adaptée à YouTube et peut-être qu'il y a des trucs à réformer qui moralement ne tiennent pas. Mais avant tout, petit prémot de la fin de Clara. Alors, petit prémot de la fin de Clara. Non, en fait, le truc, c'est que là, du coup, ça crée des attentes de ouf, alors que c'était juste une punchline. Non, c'est juste que la semaine dernière, de façon complètement déconnectée et pas du tout pour préparer ça, je suis allée voir un spectacle merveilleux qui s'appelle Le Premier Meurtre, qui est un opéra d'Arthur Lavandier et dans lequel il y avait une phrase qui a fait écho assez violemment avec tout ce qui s'est passé cette semaine. Alors, c'est donc un opéra qui parle d'un écrivain russe au 19e, donc on n'est vraiment pas du tout dans un truc contemporain. Et pourtant, la phrase qui m'a vraiment punché la gueule, c'est « Tu nourriras leur peur sans jamais les effrayer ». Voilà, et bref, Comme en prépa. Non, c'est l'inverse, pardon. comme ma première fois. Exact. Donc voilà. Donc je voulais dire que je trouve qu'il y a un mouvement marquant et remarquable qui est que on te fout la trouille, mais jamais jusqu'à vraiment te la foutre. C'est-à-dire on pousse le curseur de la trouille, mais jamais jusqu'au moment où vraiment tu paniques. Et on fait en sorte de rester juste en dessous pour que tu sois dans la colère, mais jamais vraiment dans la peur et dans le truc où tu diras attends, je suis en panique, là il faut trouver des solutions. Non, on te laisse juste au moment où
tu es en colère et où tu dis Yaka Faucon, tu sais, genre les Noirs, les Arabes dehors, et de toute façon, c'est la faute des PD. Voilà. Ok. C'était le mot de la fin. Mais non, mais en fait, c'était juste censé être une remarque comme ça, et puis là, du coup, ça en a fait le mot de la fin. Mais c'était pas le cas. Bref, tu Usul. nourriras leur peur. Usul, le mot de la fin. Le mot de la fin pour toi, c'est qu'est-ce que t'en fais de tout ça? Allô? Oh non, on l'aurait perdu. C'est à moi qu'on parle? Oui, bien sûr. Oui, absolument. D'accord. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Oui. Eh ben, on continue notre boulot, parce que c'est un travail de longue haleine. C'est aussi un travail de toute façon qui prend des dizaines d'années, un travail sur l'opinion, etc. Donc, je pense que pour répondre au discours d'extrême droite, moi, ce que j'ai choisi de faire dans ma démarche, ça a été non pas de faire du fact-checking, de dire que c'était des conneries, etc., ce qui peut être fait aussi, mais moi, je me suis dit, je vais essayer plutôt de produire un contre-imaginaire, un contre-discours, et que finalement, on gagne beaucoup plus, je pense, de terrain en avançant sur nos terrains, qu'en allant se défendre sur leur, qui est de toute façon on les connaît très bien leur terrain. Donc continuer à essayer de faire vivre des trucs un peu alternatifs où on impose nos sujets, nos préoccupations, nos combats, qu'on retrouve l'offensive, des trucs sur lesquels nous on veut gagner et continuer d'avancer. Et puis tant pis, qui sont à essayer de tirer derrière pour créer une avance ou même qu'on revienne en arrière. Nous il faut qu'on pousse en tout cas. Parce que tant qu'on sera sur la défensive, comme ce s'est passé ces dizaines d'années, ces vingtaines d'années qui ont suivi, on perd du terrain. Donc créer de l'imaginaire. Sylvain? Court. L'imaginaire et faire vivre aussi des mouvements, des causes qui viennent de nous, qui viennent des choses qu'on a envie de porter et qu'on ait confiance en nous quand on le fait. Sylvain, court. Ça fait maintenant 1 an et demi que je suis végétarien. Et le fait est que ça engendre autour de moi des réticences qui sont uniquement nourries d'a priori. Il n'y a aucune rationalité, c'est strictement émotionnel parce que mon choix d'être végétarien bouleverse les fondements de beaucoup de choix que beaucoup de personnes font sans même s'en rendre compte. Et j'ai réalisé que finalement, l'une des meilleures solutions pour faire accepter mon choix, c'était de ne pas être dans la condamnation, de ne pas être dans l'explication, de ne pas être dans tout ça. La meilleure façon, c'était de leur expliquer ce que ça me fait de bien. Et je pense que finalement, donner la parole et prendre du temps de parole médiatique pour dire il faut, Marine Le Pen, c'est trop nul, etc., ou se moquer de Donald Trump, ça marche pas. C'est objectivement du temps, d'un point de vue de l'efficacité politique. Et je dis pas de défendre un parti, je dis du point de vue de l'émancipation citoyenne, de la capacité des citoyens à devenir de meilleurs citoyens par eux-mêmes. Je pense que c'est du temps perdu. Et à mon sens, alors nous, chez DataGull, notre propos, c'est de continuer de faire des sujets chiants que personne d'autre ne ferait, pour une raison très simple, c'est précisément parce que personne d'autre ne veut les faire. Et c'est pour ça qu'ils sont importants. Et c'est important. Et je pense que la dernière chose, c'est que il y a la force la plus puissante, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est la peur. Et si on cède à la peur, je pense qu'il faut se souvenir des mots de Yoda par rapport à la peur, c'est que toujours en fin de compte, ça mène à la souffrance. Et je le dis vraiment sincèrement. Et je pense qu'il faut être porteur de ça de manière positive. Il faut recevoir les critiques avec une peau tannée et y répondre en prenant toujours très au sérieux nos interlocuteurs, ne jamais moquer les gens qui nous font des remarques, même stupides, même qui nous paraissent irrationnelles, parce que c'est important pour eux. Si c'était pas important pour eux, ils les feraient pas. Donc, à mon avis, il faut être bienveillant, toujours bienveillant avec les gens avec qui on communique et qui reçoivent notre message, mais qui ne le reçoivent pas comme on pense, parce qu'on peut pas forcer les gens à nous entendre comme on voudrait qu'ils nous entendent. Il faut être bienveillant et enfin, il faut s'en tenir à nos valeurs. Chez DataGull, on a une valeur de rigueur, on a une valeur de bienveillance, on a une valeur d'ouverture et malgré ceux qui nous disent qu'on devrait être peut-être un peu moins compliqué, parler un peu moins vite et proposer des solutions un petit peu moins utopistes, on va continuer de parler vite, on va continuer d'être rigoureux, on va continuer d'être utopiste parce que c'est nos valeurs et avec ces valeurs, on défend quelque chose qui malheureusement est un peu rare, mais en le défendant, on le fait vivre. Et il faut faire vivre ça avec bienveillance. Avec ces valeurs, on fait vivre quelque chose de rare, mais il faut le vivre avec bienveillance. Bonjour. Non, Hugo, c'est à toi. Bah oui. Alors un mot de la fin là-dessus. Non, mais en vrai, je ne vais pas éterniser le débat là-dessus parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Non, j'ai plus ou moins du même avis de ce que j'ai dit tout à l'heure, simplement du fait que pour moi, effectivement, les politiques, ceux qui veulent porter une idéologie, porter un combat finalement vraiment politique, ont leur rôle à jouer dans le renouvellement de leur discours et de faire en sorte qu'ils parlent aux jeunes. Mais je pense encore une fois que ça peut pas suffire. Et je rebondis juste sur ce que tu disais effectivement sur les moqueries qu'on a pu voir contre Donald Trump, sur même par rapport au Front National, sur le côté étiquette, c'est le mal, c'est le mal, c'est le mal. Effectivement, c'est pas efficace. Et là, dans le rôle des médias, moi, c'est ce que j'essaie de faire aussi sur ma chaîne. Pour la petite anecdote, j'ai fait une première vidéo sur Donald Trump en février.
que j'ai depuis supprimé, parce que assez rapidement j'ai réalisé qu'elle correspondait, déjà c'était pas efficace et ça correspondait pas du tout à ce que je voulais faire. Pourquoi ? Parce que j'étais extrêmement moqueur dans cette vidéo. J'étais moqueur par rapport à Donald Trump dans ce que je dis. J'avais un discours très, assez méprisant, voilà, on va parler de lui, on va voir ce qu'il fait. Il a lancé une marque de vodka, ça n'a pas marché. Enfin, il y avait ce discours-là. Et j'ai essayé de refaire une vidéo finalement sur le programme de Donald Trump. Là, il y a quelques mois et qui du coup est à nouveau marché il y a quelques jours. Et ce que j'ai vu, c'est que, alors non seulement au niveau du fond, c'est plus intéressant, mais dans le retour que j'ai des abonnés de la chaîne et des jeunes qui regardent ces vidéos, c'est qu'ils trouvent ça beaucoup plus intéressant. Ils n'ont pas envie qu'on aille leur dire alors ça c'est bien, ça c'est mal, et voilà le truc. Ils veulent savoir les faits et après ils vont se faire leur avis. Et moi je pense que si jamais on présente bien les faits, et je pense qu'on est plusieurs ici à vouloir le faire, si jamais on présente bien les faits, et ben on progressera là-dessus et puis ils pourront se faire un avis qui est pertinent. Cool. Donc de l'imaginaire, être bienveillant et puis respecter les faits et puis les gens. Tout cool. Exactement. Usul, merci beaucoup d'être passé, c'était cool. On t'a squatté pendant Merci. tellement longtemps et tellement plus que ce qui était calé, mais c'était vraiment chouette de t'avoir. J'espère qu'on aura l'occasion de remettre ça habilement. Merci pour tout, et puis je te souhaite une bonne journée. Eh ben de rien, bonne journée, super discussion. Ah bah merci beaucoup mec, à très vite, salut. Merci. Ciao. Alors, il y a beaucoup de critiques qui émanent, notamment disant que ces débats-là, ces temps-là, sont des moments de pensée unique. On va revenir sur la pensée unique, je pense, à un autre moment, mais que ce sont des débats de pensée unique parce que certaines personnes de certains bords politiques ne sont pas conviées et que ces opinions sont souvent assez peu abordées, ou du moins que c'est un angle, un prisme qui n'est pas abordé. Je peux comprendre cette question-là, mais je voudrais juste faire une petite parenthèse sur comment ça s'organise un débat et quelles ramifications il peut y avoir sur un débat. En fait, un débat peut avoir plusieurs niveaux de réflexion, impliquant plusieurs phases et un prisme d'opinion plus ou moins large. Typiquement, un débat, mettons, qui n'a rien de politique, sur les pâtes. Vous allez demander, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Il y a quelqu'un qui va vous dire, j'ai envie de manger des lentilles, d'autres qui va vous dire, j'ai envie de manger des pâtes, et d'autres qui va vous dire, j'ai envie de manger des brocolis. Ok, bon, politiquement, on décide qu'on va manger des pâtes. C'est un choix politique qui va impacter le déroulement du déjeuner. Ensuite arrive une deuxième strate de débat. Une fois qu'on a choisi les pâtes, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on met de la sauce dedans ? Est-ce qu'on les mange nature ? Est-ce qu'on met juste du gruyère ? Et là, on commence à choisir, non, gruyère c'est pas bien, plutôt la sauce et tout, etc. Et là, évidemment que les gens qui ont dit « Eh mais non, moi j'avais dit qu'on mangerait des lentilles », ils sont peut-être un peu écartés de ce débat-là, mais ça n'empêche que le débat est légitime. Cette strate de débat est légitime. Et si on en est à cette strate-là de débat, vous pouvez nous demander autant que vous voulez de revenir sur la strate d'avant pour dire non, moi j'avais dit on mangerait des lentilles, ce débat il est nul, voilà, c'est un débat de bien-pensants, de gens qui pensent qu'à manger des pâtes. C'est pas le débat. Ce débat, l'autre débat, celui que vous voulez faire dans ces cas-là, est légitime, il a tout à fait sa place, à partir du moment où il est bien conduit, où il est bien fait, c'est juste pas le choix du débat. Et en fait, au bout d'un moment, si quelqu'un vous demande qu'est-ce que vous voulez comme sauce sur vos pâtes, et que quelqu'un arrive et fait « Ah attendez, moi je veux des lentilles », c'est déjà une comparaison complètement foireuse depuis 3 minutes, et puis en plus, c'est pas le moment quoi. Donc je comprends en fait cette frustration, je comprends vraiment, mais il y a d'autres espaces de discussion pour ça. Et là, ce prisme de lecture qu'on a choisi, c'est un parti pris éditorial en fait, et go for it. Vous pouvez participer dans le cadre de ce débat éditorial. Voilà. Et globalement, on n'a banni personne, et au contraire, le but, c'est aussi d'être le plus inclusif possible dans un débat.